Alors, on sait que des success stories s'accumulent à Hacking Elf Camp. C'est aujourd'hui près de 25 entreprises créées durant les 7 dernières années. On est fiers de pouvoir donner vie à toutes ces idées et on est aussi très heureux de pouvoir voir que des projets avancent et trouvent leur marché. Et avec nous aujourd'hui, une entreprise qui a participé plusieurs fois à Hacking Elf Camp et qui, lors de sa dernière participation, a eu l'idée de prototyper un simulateur de ponction lombaire. C'était en 2018. Aujourd'hui, c'est devenu un produit commercialisé. Et pour en parler avec moi sur le plateau, Pierre-Jean Bensoussan de la société Insimo. Salut Pierre-Jean, comment tu vas ? Salut, ça va très bien. Et toi ? Écoute, ça va super. Que ça se passait bien. Ouais, ça tourne. Hein. Un projet à fond, tu connais bien. Vous avez présenté les projets, vous avez participé dans les projets. On a sponsorisé vous avez aussi. Sponsorisé l'événement. Bien longtemps. Ouais, non, mais c'est cool. Merci pour l'invitation. Donc effectivement, moi je vais faire un petit retour de témoignage sur un projet sur lequel on a travaillé. Au Hacking Elf il y a maintenant 2 ans, qui s'appelait Simencare, qui s'appelle toujours Simencare. Forcément, c'est le nom du produit, on n'a pas rebaptisé. Et qui est effectivement un simulateur d'apprentissage de la ponction lombaire. Alors, il faut savoir que moi, je suis fondateur et dirigeant d'une société qui s'appelle Insimo et qui développe sur Strasbourg depuis 8 ans des logiciels de simulation pour apprendre les gestes chirurgicaux, les gestes médicaux, plutôt sur des anatomies virtuelles que directement sur le patient. Donc, pour que ce soit en toute sécurité pour le patient lorsque l'étudiant, le médecin, fera son premier geste en réel. Donc ça, c'était la thématique qu'on avait abordée sur l'APL, enfin sur la ponction lombaire. J'ai amené ça, je ne sais pas si ça t'intéresse. C'est bien. Hein je ne sais pas à qui on parle, mais bon, donc la ponction lombaire, ça consiste à enfoncer des aiguilles qui sont plutôt très longues, avec des gabarits comme celui-ci. Alors, c'est pas la vraie échelle, ça fait encore plus peur avec ces échelles-là, mais globalement, entre les lombaires, ici, au bas de la colonne, pour venir faire du coup un prélèvement de liquide céphalorachidien. Voilà, c'est en général un geste de diagnostic qui est fait par les médecins et qui est fait justement assez tôt finalement dans la carrière des jeunes médecins. Ça peut arriver qu'un externe ou un jeune interne se retrouve obligé en fait de faire sa première ponction lombaire un soir aux urgences pendant ses stages. Et il faut savoir que n'allez pas aux urgences pour faire une ponction lombaire. C'est un geste qui est très redouté en fait, à la fois par les patients qui sont anxieux quand il va arriver ce type d'aiguille, et par les jeunes médecins effectivement qui doivent les pratiquer pour la première fois parce que on te l'enfonce quand même dans la moelle épinière. On te l'enfonce, alors pas dans la moelle épinière justement, normalement c'est dans une zone, c'est ce qu'ils appellent la queue de cheval, donc c'est à la fin de la moelle épinière pour pas endommager justement la moelle épinière, mais justement il faut bien viser. C'est un peu le principe. Donc là pour ça en fait on avait nous quelques temps avant le Hacking Elf, donc ici même à l'IHU, on était dans ce coin-là nous aussi, rencontrer l'équipe de rhumato de Haute-Pierre, du CHU de Haute-Pierre, plus précisément le professeur Gothenberg, qui nous avait fait remonter en fait ce besoin pédagogique. Donc il n'avait pas de solution de simulation finalement autre que des mannequins synthétiques pas très réalistes. Pour enseigner ce geste-là à ses étudiants. Donc il recherchait une innovation, une idée pour essayer de faire mieux. Donc en fait, on avait prototypé rapidement une première preuve de concept pour lui, pour son équipe, qu'on avait testé. Peut-être en 1 mois, on avait été très rapide pour faire une première version sur la base de techno qu'on avait déjà. Et on s'était rendu compte finalement au niveau de ces premiers tests que grosso modo on était plutôt convaincant technologiquement. On s'est rendu compte qu'au niveau des sensations du geste, de la représentation en fait virtuelle de ce geste d'insertion d'aiguille, on avait des bonnes solutions, mais qu'il manquait quand même tout un pendant en fait à cet apprentissage-là qui était plutôt sur justement comment on prend en charge le patient. Le patient parce qu'il n'est pas anesthésié, donc on a besoin de le rassurer, on a besoin de communiquer avec lui, on a besoin de le toucher, de le palper pour justement prendre ses repères par exemple initialement. Et tout ça, on l'a pas sur une version de simulateur purement virtuelle sur écran. Ça se fait à vif, c'est ça. Ça se fait à vif. Alors, il y a potentiellement une petite anesthésie locale, mais il ne se passe pas grand-chose. Et donc oui, le patient peut tomber dans les pommes, l'interne peut tomber dans les pommes. Enfin bref. Donc en fait, on avait une solution technologique à ce moment-là. On avait un partenaire médical avec lequel on commençait à discuter, c'était cool. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des limites. Et il se trouve que la Hacking Elf arrivait à peu près dans la même période. Et donc on a eu l'idée avec le médecin de proposer le projet au Hacking Elf justement pour ouvrir un peu nos chakras et voir comment trouver, quelles solutions on pouvait trouver pour résoudre en fait ces limitations-là. Voilà. Je ne sais pas si tu avais des questions. Si, ouais. Mais moi, ce qui m'impressionnait, mais va jusqu'au bout, parce que moi, j'avais plus une question sur vous, en tant qu'entreprise, à venir au Hacking Elf Camp. Mais allons plus loin, parce que tu disais tout à l'heure, là, il fallait quand même arriver à
retrouver ces sensations qu'on a avec une vraie personne qui a peur, etc. Comment on fait pour avoir ces sensations, retrouver ces sensations? Alors ça justement, donc nous on avait effectivement, il faut savoir que nous technologiquement, ce qu'on fait, c'est des simulations biomécanique en temps réel. Grosso modo, on simule, on est capable de représenter virtuellement le comportement des tissus vivants et des interactions médicales chirurgicales avec ces tissus. Donc ça permet de voir effectivement la déformation sur le tissu, par exemple, mais aussi à travers des interfaces à retour de force, de faire ressentir à l'utilisateur les sensations physiques qu'il aurait dans la vraie vie. Ouais. Donc ça, c'est la partie, je manipule une anatomie virtuelle. Donc il n'y a pas le côté justement contact avec le patient. Et là-dessus, à travers les ateliers, alors je ne sais plus, c'est design thinking, je crois qu'on dit, enfin les ateliers de préparation à Hacking Health, on a eu l'idée avec des designers qui étaient présents à ce moment-là, qui ne sont pas partie de notre équipe, de travailler sur une version réalité augmentée pour essayer de coupler justement notre simulation virtuelle à finalement un patient cobaye qui serait réel, qu'on pourrait manipuler dans la vraie vie et essayer d'avoir le meilleur des deux mondes. En gros, le meilleur du monde virtuel pour tout ce qui est invasif. On ne va pas les faire enfoncer vraiment cette aiguille-là dans notre cobaye. Par contre, on va essayer de superposer le virtuel au réel pour avoir le meilleur des deux mondes, grosso modo, le patient réel et la simulation virtuelle bien recalée et avoir l'impression justement d'enfoncer une aiguille virtuelle dans un patient qui va devenir quasiment transparent. Et donc voilà, on va avoir le geste, les sensations du geste et on va pouvoir comprendre à travers justement la représentation virtuelle ce qui se passe. Et pourquoi ou pas on réussit notre geste. Donc ça, c'était vraiment l'idée originale qui a été enclenchée au Hacking Health Camp. Et en fait, au Hacking Health, on a prototypé cette première version. Cette version a été augmentée pendant le week-end. On devait le faire sur un HoloLens, on n'a pas eu accès à un HoloLens, on l'a fait sur une première version sur tablette. Un HoloLens. Donc un casque de réalité augmentée Microsoft. Et donc pendant on s'est retrouvé au Hacking Health avec une super équipe, les médecins qui avaient commencé à travailler avec nous, des ingénieurs de la société, aussi des jeunes ingénieurs forcément qui se sont joints à nous, des designers, une personne de Lily aussi qui commençait à s'intéresser au projet, qui s'est embarquée avec nous. C'est comme ça que vous les avez embarqués dans le... C'est quasiment comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il nous avait été présenté juste avant, justement, parce qu'on commençait à se poser la question de trouver un financement avec l'équipe médicale. Donc on a été mis en relation avec Lily. Et pendant la Hacking Health, finalement, on a commencé à concrétiser cette collaboration en embarquant Lily avec nous dans ce travail-là, ce qui leur a permis de mieux comprendre le projet, de s'y intéresser, et puis aussi de contribuer globalement aux idées qu'on a maturées pendant le week-end. Et ça, on va dire, ça a aidé vraiment la suite, parce que c'est vrai qu'au terme du Hacking Health, on a signé rapidement un partenariat avec Lily pour l'exploitation en fait, du prototype dans un programme de formation dispensé dans les services de rhumatologie, donc via EO. Donc c'était un super... Ça, c'est un bon exemple de collaboration avec un gros labo, parce qu'on se dit les labos ils travaillent sur les médicaments, mais pas que. Finalement, ils s'intéressent aussi à accompagner les professionnels de santé. Alors moi je l'ai découvert à ce moment-là. Clairement, j'avais aussi un peu cette vision. Oui, ils sont aussi prescripteurs. Ils peuvent être prescripteurs en fait de formation. Ouais. Donc dans ce cadre-là, en fait, ça les intéressait effectivement. Dans leurs activités de laboratoire pharmaceutique, ils s'intéressent à la rhumatologie et les rhumatologues s'intéressent à la ponction lombaire. Donc on peut trouver un axe de formation qui exploite aujourd'hui notre prototype. Donc pendant la Hacking Health, ça a été vraiment super cool pour nous. On a bien avancé, on a obtenu un prix. Et on a su, je pense, assez bien rebondir sur ce prix, à la fois en termes de visibilité, parce qu'effectivement, on a eu tout de suite un peu de presse, même un petit France 3 Alsace, tout ça. On a mis un coup de projecteur sur le projet, ce qui était très cool. Ce qui aide aussi à aller chercher des financements derrière, très clairement. On a travaillé avec toi, parce que je faisais partie, toi et BioValley aussi, qui faisaient partie, en fait, en gros, du prix. Voilà, on accompagne, mais c'est vrai, il faut le dire, on a des projets où on accompagne les clairement, Hacking Health nous a aidé à récupérer justement un casque HoloLens auprès de Microsoft derrière. On a payé aussi une formation au développement sur HoloLens, qui était quelque chose de nouveau pour Insimo. On a été mis en relation aussi avec des partenaires. On s'est rendu compte pendant le Hacking Health qu'il y avait une composante autour du son qui était très importante pour ce type aussi d'apprentissage, pour justement avoir se représenter l'état émotionnel du patient, pour pouvoir suivre aussi la communication avec le patient. Enfin, tous ces éléments-là sont aussi à prendre en compte dans l'apprentissage. Du coup, via BioValley, on a été mis en relation avec Coralie Diatkin, qui est une designer sonore ici sur Strasbourg, avec laquelle on a monté un projet. Alors, sur Strasbourg, on a un dispositif qui s'appelle Tango Scan, qui permet justement de coupler des entreprises un peu comme les nôtres avec des industries créatives. Est-ce qu'on a demain pour expliquer le principe Coralie ou Tango Scan. Alors, c'est pas Coralie, mais pour Tango Scan, candidat. C'est accro pour présenter Tango Scan, parce que c'est aussi des opportunités pour certains projets de trouver du financement. Ouais, carrément. Ça a été le cas pour nous, et ça a été la possibilité de travailler donc à la fois avec Coralie et avec
Yvan Freund, je pense qu'il fait partie un peu des gens qui était aussi, coach à une aînée, qui était dans une équipe qui a réussi Kediag. Oui. Voilà. C'est un écosystème. Donc Yvan, il travaille avec nous sur le design plutôt visuel. Ouais. Et en fait, tous ensemble, à la sortie d'Hacking Guest, en gros, on a travaillé à la conversion en gros, de la preuve de concept, le proto, voilà, qu'on fait un peu à l'arrache quand même pendant 2 jours. Faut pas voilà, en général, il faut le casser, on a les idées, mais on a amené ça vers un vrai MVP sur le Lens, avec le son, avec un rendu sympa, avec une simulation plus évoluée. Et il y a un retour de force, c'est ça hein? Et le retour de force, le retour de force qu'on avait déjà un peu travaillé, mais qu'on a beaucoup amélioré par la suite. Qui est un système à tiers que vous avez rajouté. Ouais, c'est un système commercial, c'est des petits bras haptiques, on appelle ça. Donc voilà, c'est des petits bras robotiques qui permettent en gros de suivre en fait les gestes d'un utilisateur et de retranscrire à travers justement le contrôle des moteurs, voilà, les sensations, le retour de force. Et effectivement, dans le contrôle de ce type d'aiguille, ce qui est important, c'est que pour savoir où on est, on voit rien normalement. Donc on a uniquement les sensations justement des différents ligaments qu'on va perforer, et c'est par cette succession en fait de petits ressentis retour de force que le médecin sait à peu près sait où il est. C'est là qu'on se demande mais comment il faisait avant pour apprendre sur des morts. Ils le font sur des mannequins synthétiques. En fait, ils le font sur des mannequins aujourd'hui. Donc sur des mannequins et voilà, ça présente plusieurs inconvénients. Enfin, c'est ce que nous on essaie de. Oui, puisque le mannequin il contracte pas. Enfin, si, il arrive à. Non, le mannequin réagit pas. Hein. Il est clairement. Il réagit pas beaucoup. Il réagit pas beaucoup. Et en plus, le mannequin il a le gros désavantage d'être un objet physique, c'est-à-dire que quand on lui enfonce une fois une aiguille dans son dos, il a un trou. Et donc progressivement, en fait, effectivement, il y a beaucoup en fait de matériaux qui sont périssables en fait. Donc il faut renouveler certains matériaux. Les sensations haptiques que vont avoir les premiers étudiants ne seront pas celles qu'ont les suivants, parce que justement ils vont repasser potentiellement à travers des orifices faits par d'autres. Et puis en plus, il n'est pas transparent, donc en fait, on n'a pas non plus la compréhension immédiate de voilà où est-ce que je suis, pourquoi ça marche pas, pourquoi j'ai du liquide, pourquoi j'ai pas de liquide. Et pédagogiquement, voilà, ça limite un peu l'apprentissage. Donc c'est vraiment parti du cahier des charges qui nous a été demandé par l'équipe de Haute-Pierre dès le départ. C'était comment est-ce que on peut faire mieux pour mieux comprendre. D'accord. Voilà. Et donc c'est vous qui faites les formations aujourd'hui, ou c'est vous qui fournissez les outils pour la formation à des gens qui font les formations? En fait, alors à travers Lily, on fait un peu les deux. On fournit le simulateur. Alors ça, c'est hyper intéressant. Alors ça, je souhaite à tout le monde de monter ce type de partenariat, parce qu'effectivement, ils nous permettent d'exploiter le prototype et ses différentes versions. Donc on a du feedback terrain immédiat, dès qu'on en a besoin. Donc on peut itérer avec du feedback d'étudiants très, très, très facilement. Et effectivement, donc sur le training, en général, la façon dont ça s'est passé, on fait des staffs, on participe à des staffs avec les équipes médicales. Donc là, nous on amène notre simulateur, on explique comment l'utiliser, mais il y a des professeurs, il y a des médecins qui sont là et qui encadrent la session avec leurs étudiants. Nous, on n'a pas la légitimité médicale pour faire l'entraînement. Par contre, on commence à connaître un petit peu le truc quand même. Mais voilà. Mais en fait, il y a quand même la formation du formateur. Finalement, il faut quand même apprendre à utiliser un peu l'outil, ou c'est assez intuitif? C'est assez intuitif. C'est assez intuitif. Pour l'instant, c'est assez. Ça reste. Il y a le casque et tout. Il y a tout le matos. On fait des versions. On fait les deux versions sur desktop et avec le casque HoloLens. Mais alors là, je reviens. Je sais pas si vous voulez encore en parler. Non, c'est bon. Moi, ce qui m'intéressait surtout aussi, c'est vous aviez une boîte qui tourne, un produit qui marche, et vous êtes quand même venu vous faire challenger au hackathon, alors que finalement, quelque part, tu n'avais pas déjà les clients, puisque c'est vrai que tu as rencontré Lily, etc. Mais pourquoi, quand on a déjà une boîte existante, nous on voit beaucoup de gens, des étudiants, etc., ou des gens qui veulent changer, qui veulent démarrer quelque chose de nouveau. Vous étiez en pleine croissance, vous auriez pu vous débrouiller tout seul. Qu'est-ce qui t'a fait dire, tiens, c'est quand même au Hacking Camp qu'on va venir, on va y aller quand même pour tester ce produit? Parce qu'on était... Alors, cette idée. Bon, déjà parce qu'on aime bien le Hacking Camp et qu'on on reste un peu geek, et l'ambiance, l'énergie qu'on a au Hacking Camp, elle est positive. Mais là, globalement, on était au tout début d'un projet. Donc, ce que je disais au départ, on avait identifié un besoin avec une équipe médicale. On avait une première preuve de concept faite en même pas un mois avec un ingénieur chez nous. C'est vraiment, on était au tout début. Et on se posait la question de la suite, quoi. En gros, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on investit plus? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, ou c'est la vision d'une seule équipe médicale? Toutes ces questions qu'on doit se poser à chaque fois qu'on démarre un projet.
Et en fait, pour moi, le Hacking Health, c'était un peu essayer de répondre à ces questions rapidement. Voilà ce que je disais, en fait, prendre deux jours avec, par exemple, avec le professeur Gutenberg qui était beaucoup présent. Enfin, c'est pas des gens qui sont disponibles. Hein. Là, il a joué le jeu, il est venu, beaucoup venu. Donc, on a pu échanger énormément. On a imaginé tous ensemble finalement un produit qu'on n'avait pas encore forcément en tête. On a fédéré cette équipe parce que les gens commençaient à travailler un petit peu ensemble, mais on n'avait pas encore structuré tout ça. Ouais. Le Hacking Health, il a permis, alors, à la fois pendant le week-end et du fait d'être allé chercher des financements derrière, de se structurer, de devenir beaucoup plus efficace, d'aligner nos visions aussi. Pour moi, ça a été un bon catalyseur en fait. Et derrière, on a, tout bêtement, enfin, moi je trouve qu'on a essayé de surfer sur la vague le plus longtemps possible. Donc ça nous a ramené jusqu'au trophée d'innovation en fin d'année sur ce même projet. Voilà, il y a tout un continuum. Enfin, ce que je disais, grosso modo pour moi, en termes de communication, financement, prix. Bon, Covid, du coup, interruption. Mais globalement, il y a eu. Ouais, effectivement pour moi, c'était dynamiser ça, voir tester une initiative, et puis aussi s'entourer d'autres compétences que les nôtres en fait en interne. Ouais. Je pense qu'on n'aurait pas eu ces idées-là si on n'était pas venu en fait. Ça c'est clair, ça c'est un vrai apport. Donc ça c'était une bonne façon de. Ouais, bref. Et donc après c'est des gens qui sont venus chez Insimo ou continuent à collaborer en partenariat. Ça a été que du partenariat. D'accord. Alors sur les jobs créatifs. Chez Insimo, en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, on avait une stagiaire qui a travaillé sur le projet, effectivement, qu'on a engagé derrière en tant que chef de projet sur ce projet-là, parce que finalement, elle s'est vachement impliquée, le projet l'a intéressée, donc clairement, ça a donné de la continuité à son rôle dans l'entreprise. Elle est toujours en charge du projet aujourd'hui. Voilà. Après, les partenariats avec l'équipe médicale se sont concrétisés. C'est surtout avec Lily que ça a bien avancé. Ouais. On a pu signer un contrat derrière, et même on est arrivé au stade là assez récent avec l'équipe médicale. On est en train de rentrer dans une phase maintenant de validation clinique, d'essais cliniques sur le simulateur. Donc maintenant, il y a un essai clinique sur le simulateur. Ouais, voilà, il y a une étude clinique qui a été donc du coup l'équipe de Haute-Pierre là qui suit le développement. Alors le simulateur a bien évolué, il est beaucoup plus avancé aujourd'hui. Et en fait, ils ont monté un protocole clinique pour valider son apport pédagogique à la fois auprès des étudiants, mais aussi du point de vue du ressenti du patient, voir si en gros un patient qui a une ponction, en gros. Pour des étudiants qui vont réaliser la première ponction lombaire, en étant basé sur le simulateur, le patient va ressentir moins de douleur. Donc il y a la learning curve de l'étudiant, mais aussi le ressenti du premier patient quand il va subir sa ponction. Donc c'est un essai clinique qui va durer longtemps parce qu'il faut trouver beaucoup de candidats et c'est compliqué parce qu'il faut des tout jeunes qui n'ont jamais fait de ponction. Mais ça démarre. Alors, ça a été décalé 2 fois, mais là on est censé démarrer en juin. Parce que c'est pas obligé ça finalement de faire un essai clinique sur un truc de formation et pas sur des vrais hommes. Hein, donc c'est pas obligé, mais c'est quand même chouette de pouvoir prouver scientifiquement qu'un simulateur est pertinent et qu'il a un apport pédagogique. Et c'est une bonne façon pour les médecins qui s'impliquent auprès d'Insimo de valoriser leur contribution aussi. Donc pour moi c'est tout bénéf pour tout le monde. Et aujourd'hui c'est combien? Donc c'est devenu un produit officiel. Donc aujourd'hui c'est un produit qu'on a lancé commercialement récemment. D'accord. Alors clairement on a pris du retard avec le Covid sur à la fois notre plan de formation avec Lily qui avait bien démarré et qui s'est interrompu aujourd'hui. Typiquement Lily n'a plus d'activité commerciale auprès des services de rhumato du fait de la fermeture des hôpitaux. Donc tout ça s'est mis un peu en stand-by. Ça nous a permis de globalement nous travailler en interne, à améliorer la solution. On était un petit peu plus séparés de nos partenaires, mais en espérant d'être très efficace quand ça va ressortir. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais et donc, est-ce que vous en vendez est-ce qu'on en vend? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Bon. On est en train d'étoffer l'offre. On avait commencé sur la ponction lombaire avec justement le but rapidement d'amener d'autres gestes. D'accord. Donc là, on travaille par exemple sur les infiltrations dans les genoux en ce moment. Donc ce sera un module complémentaire du simulateur d'ici quelques mois. Donc de fil en aiguille, on va chercher d'autres business. La base technologique sera la même. Ouais. On l'a pensé pendant le Hacking Health, on a commencé à imaginer une gamme justement de gestes qui soient accessibles par ce même simulateur. Et donc là, on commence à le faire. Rappelons qu'au départ, Insimo, c'est pour les yeux.
c'est de la simulation pour les yeux. Alors j'ai mis mon polo avec Missy, mais Insimo n'est pas que pour les yeux, mais Insimo a beaucoup travaillé sur l'ophtalmo. Au départ, c'était quand même l'idée. Ouais, au départ, on a beaucoup travaillé. On a travaillé exclusivement en ophtalmologie, mais ça fait quelques années qu'on s'est diversifié voilà, en chirurgie digestive, maintenant en chirurgie robotique aussi. Et même depuis un an, on propose un simulateur en fait, d'échographie aussi, totalement accessible en ligne, qu'on a développé un peu en mode, je t'avais appelé il y a à peu près un an pour nous demander aussi un peu ton aide là, pour rechercher des données, pour se lancer dans quelque chose qui soit, qui puisse amener une aide là, au début de la crise Covid. Et ça nous a amené à développer un simulateur d'échographie pulmonaire online. Qui est devenu un produit très vite là, pour le coup, parce qu'on a appris, on est de plus en plus efficace. Génial. Mais ouais, maintenant on commence à avoir une gamme, une offre assez large. Et donc c'est quoi la prochaine idée que vous amenez l'année prochaine? Parce que du coup, tu vas pas t'arrêter. Maintenant. C'est pas qu'il faut qu'on s'arrête, non, en fait il faut aussi il faut pas non plus qu'on s'éparpille. Non, là justement notre but maintenant, aujourd'hui on a un enjeu qui est très commercial en fait, c'est aussi, c'est ça. On a amené beaucoup d'innovation toutes ces années, on est vraiment dans, voilà, c'est clairement ce qui nous drive, hein. On est quand même des gens qui aiment l'innovation et développer de nouvelles choses. Aujourd'hui il faut qu'on en vende de ces nouvelles choses, donc voilà, on a un focus là-dessus. Et mais tous nos projets sont en activité en fait. On est quand même dans l'amélioration continue, à la fois sur les contenus, mais sur la qualité des simulations. Ça reste des choses très très technologiques où il y a toujours il y a des marges d'amélioration qui sont grandes. En tout cas, bravo à vous, bravo à toute l'équipe qu'on a vu passer plusieurs fois au Hacking F-Camp, de voir que ça aboutit, on arrive à des produits commercialisés. Bel exemple d'une suite du hackathon. Merci Pierre-Jean, et puis à bientôt au Hacking F-Camp. Merci à toi. Bon Hacking F-Camp. Ciao.